Et de ces mois sans Internet, on continue à en parler avec Fabien Hoffner. Bonsoir, vous êtes chercheur au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Amnesty International. Avec nous également Boubacar Sansobari. Bonsoir, vous êtes directeur de publication du site ledjeli.com. Boubacar Sansobari, vous avez été convoqué à la direction de la police judiciaire lundi. Que vous est-il reproché ? Je pense que j'ai été convoqué parce que les enquêteurs étaient à la recherche de liens supposés entre notre site, notre rédaction et des hackers qui s'en sont pris au portail électronique de l'aéroport international de Conakry. Parce que nous avions été les premiers à publier l'article sur cette attaque le jeudi 8 février dernier. Est-ce qu'on vous diriez que les médias en Guinée subissent aujourd'hui une pression depuis ces derniers mois ? Oui, ça c'est évident et c'est de notoriété publique. Pratiquement depuis fin décembre, tous les médias subissent d'une façon ou d'une autre une certaine restriction. Dans le sujet précédent, la restriction d'Internet a été évoquée et ça affecte naturellement en premier lieu les médias électroniques, mais ça affecte tous les autres médias qui aujourd'hui travaillent avec Internet. Mais au-delà, il y a des ondes d'un certain nombre de radios qui sont brouillées depuis cette période-là et les principales chaînes de télévision sont aussi, ne passent plus sur un certain nombre de bouquets, dont celui de Canal+. Donc, voilà, c'est un ensemble de mesures qui ont été prises qui toutes concourent à rendre difficile la pratique du métier de journaliste en Guinée depuis 3 mois. Fabien Hoffner, est-ce qu'on peut dire que cette situation est inédite en Guinée, plus généralement en Afrique ? Alors, comme l'a expliqué dans votre reportage, Oumar Silla, Fonike Mengue, concernant Internet, c'est pas vraiment inédit, puisque ça avait été initié par Alpha Condé, notamment en 2020. Ce qui est nouveau, c'est que ce qui était temporaire avant sous Alpha Condé est devenu permanent. Les coupures d'Internet depuis le mois de novembre, comme vous l'avez expliqué, mais aussi les interdictions de manifester, qui sont encore en vigueur depuis le mois de mai, même si certaines manifestations favorables au chef de l'État sont autorisées. Donc il y a aussi également cette globalisation de la volonté de réprimer la liberté d'expression. Comme l'a expliqué M. Barry, ça ne concerne pas seulement Internet. Et ce qu'il faut noter également, c'est que les autorités actuelles font totalement fi du droit, malgré des rappels qui ont été très clairs. En octobre 2023, il y a une décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a très clairement dit que l'État guinéen, sous Alpha Condé, avait violé le droit à la liberté d'expression et d'accès à Internet et a demandé aux autorités guinéennes de prendre des mesures. Aujourd'hui, le CNRD non seulement ne prend aucune mesure, mais fait pire que l'ancien régime. Et il faut bien évidemment noter que les autorités marchent aussi sur leur propre charte de la transition, puisque la charte de la transition accorde une place très importante au respect des droits humains. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était en grande partie des faux-semblants. Et je rappelle que sous Alpha Condé, on était à 3 jours de coupure d'Internet en continu, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 3 mois de coupure en continu. Les médias libres sont donc bâillonnés. On l'a vu également, Boubacar Sansobari. Plusieurs entreprises de presse menacent de fermer. Pourtant, le pouvoir militaire entretenait de bonnes relations avec les journalistes. Comment expliquez-vous ce basculement aujourd'hui ? Je pense qu'à un moment donné, les autorités ont tout simplement décidé de se passer des médias ou en tout cas de restreindre le travail des médias parce qu'elles ne supportaient plus les critiques, elles ne supportaient plus les dénonciations qui étaient émises à la fois émises par ces médias ou qui étaient relayées par ces médias. Or, ces critiques étaient en fonction de la gestion de la transition. C'est une appréciation de la réalité dans le cadre de la gestion de la transition, mais je pense qu'à un moment donné, les autorités n'ont tout simplement pas supporté ça. Je pense que les premières relations qui semblaient plutôt de bon augure entre les médias et les autorités relevaient peut-être de la lune de miel qui a suivi le coup d'État. Mais dès après, progressivement, on a vu se dégrader ces rapports-là. Alors des négociations sont ouvertes avec les associations de presse, mais le secrétaire général du syndicat de la corporation, Sékou Jamal Pendessa, est en prison depuis plus d'1 mois. On voit bien aussi le ras-le-bol de la société civile. Or, les manifestations sont interdites depuis mai. Comment débloquer la situation, à votre avis ?
Alors, désormais, je pense que, d'abord, il ne faut pas dire que dans la foulée de toutes ces restrictions, il y a eu la dissolution du gouvernement intervenue lundi. Et il faut peut-être espérer que c'est l'occasion d'opérer une détente, une décrispation. Sinon, l'ultime espoir repose sur peut-être la grève générale que le mouvement syndical pourrait lancer à partir du lundi. Parce que si les autorités par elles-mêmes ne reviennent pas de meilleurs sentiments, il ne restera pratiquement que la lutte par le biais de cette grève que voudrait lancer le mouvement syndical. Fabien Hoffner, j'imagine qu'il y a des conséquences économiques à toutes ces restrictions. Quelles sont-elles? On l'a vu dans votre reportage, c'est l'économie qui est bloquée et je pense qu'il faut rappeler aussi que certaines protestations ont eu lieu également. On est dans un contexte où il y a eu l'explosion d'un dépôt d'hydrocarbures dans le centre-ville de Conakry il y a quelques mois qui a fait augmenter le coût de la vie. Des universités ont été fermées, des femmes ont récemment protesté justement contre les coupures d'électricité, la cherté de la vie. Donc cette coupure d'Internet, elle est à mettre dans un contexte vraiment global d'un climat assez délétère où encore une fois, il faut le rappeler, c'est un petit peu un angle mort de la Guinée, mais quasiment chaque semaine ou chaque 2 semaines, il y a encore des jeunes hommes qui sont tués par balle dans les rues de Conakry, présumément par des forces de défense et de sécurité, et c'est devenu totalement banalisé. Donc aujourd'hui, on est clairement face à l'imposition d'un régime autoritaire dans le cadre d'un contexte politique où il y a évidemment ce soupçon de volonté de maintien au pouvoir qui n'est pas de nature à décrisper la situation. Certaines chancelleries occidentales ont pris la parole principalement au sujet d'Internet. On aurait aimé aussi les entendre au sujet de ces homicides illégaux présumés. On a l'impression que c'est un régime sur lequel il y a très peu de prise dans un contexte régional comme on a vu avec le Sénégal ou avec le Sahel où on a des régimes qui sont de plus en plus liberticides et des régimes qui font fi du droit international. Donc les pressions, effectivement, comme l'expliquait M. Paris, peuvent s'exprimer par des convergences de lutte. Malheureusement, dans l'histoire récente de la Guinée, que ce soit en 2007, sous Santana Conté ou plus récemment avec Moussa Dadis Camara, ça se termine souvent très mal. Donc il faut que les personnes qui sont en mesure de prendre des décisions et de faire pression sur ce régime puissent faire pression conformément à tout ce qui peut être fait d'un point de vue juridique en tout cas. Parmi les autres conséquences, il y a aussi l'exil des opposants politiques. Plusieurs ministres sous Alpha Condé sont également toujours en prison, dont l'ex-premier ministre Kassory Fofana. Que sait-on de leur longue détention, Boubacar Sansou-Bari? D'abord, parmi ceux qui sont détenus, il y en a beaucoup qui sont plutôt souffrants et pour le moment, ils sont quelque peu désemparés parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et la procédure est relativement lente et on ne réussit pas à apporter la preuve des faits qui leur sont reprochés et pourtant ils demeurent en détention. Plusieurs d'entre eux ont bénéficié d'ordonnances de libération face auxquelles il y a toujours eu des appels du parquet. Et même récemment, à la faveur de changements intervenus à la CRIEF, il a été dit que les procès de beaucoup d'entre eux devraient pouvoir reprendre. Donc, ils sont pratiquement laissés à eux seuls, sans pratiquement moyen de se défendre. C'est peut-être seul quand les autorités vont décider par elles-mêmes que ces détenus-là vont pouvoir recouvrer la liberté. Boubacar Sansou-Bari, une dernière question en tant que média. Si vous aviez un message à envoyer aux autorités de votre pays, quel serait-il? Ce serait celui de comprendre que les médias ne sont pas des adversaires des autorités. Les médias sont plutôt des partenaires, ici comme ailleurs, des partenaires de toute démarche allant vers la démocratie. Or, c'est cela la vocation d'une transition. On est parti d'un coup d'État, on veut aller vers un régime démocratique. On peut pouvoir compter sur nous. Maintenant, si on s'en prend à la presse, peut-être qu'on nous renvoie un autre message et ce n'est pas celui-là qu'on attend, ce n'est pas ce pourquoi les gens sont sortis le 5 septembre pour acclamer le coup d'État. Ce serait bien peut-être qu'on se rappelle tous les engagements qui ont été pris au lendemain de ce coup d'État-là. Boubacar Sansou-Bari, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du site ledjeli.com. Merci également à vous, Fabien Hoffner, chercheur au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Amnesty International.